avouons-le, sur la planète Terre, on retrouve quand même quelques jeux de société. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais la présentation de 10 jeux de société qui, selon moi, figurent parmi la liste des 100 meilleurs jeux sur la planète. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité, je suis même honoré de vous faire la présentation de cette première partie de mon top 100. Bon, j'ai déjà fait la présentation de mon introduction à mon top 100. Aujourd'hui, on commence, on se lance, on plonge ensemble pour de vrai dans l'action. Je vais vous présenter dans les prochaines minutes les jeux qui figurent sur ma liste en commençant par la position numéro 100 et en progressant comme ça jusqu'à la position 91. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ne pas me laisser un pouce vers le haut également? Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également aller jeter un coup d'œil à la vidéo de mon introduction pour comprendre la logique, comment j'ai réussi à parvenir à un top 100 qui me satisfait. Maintenant que c'est fait, que vous vous êtes abonné et que vous avez laissé un pouce vers le haut, commençons par la position numéro 100. On commence ça tout de suite avec le jeu en position numéro 100. Il s'agit de Keyforge. Alors, Keyforge est un jeu pour 2 joueurs strictement, du moins sur papier. Il existe toutes sortes de modes de jeu, jouer en équipe, jouer 3 contre 3. Je pense que j'ai même entendu parler d'un mode solitaire, je pense. Alors, différentes façons de jouer à Keyforge. Un jeu qui se jouera en 15 à 45 minutes. Un jeu de Richard Garfield qu'on connaît pour avoir travaillé sur le mythique Magic the Gathering, dont on verra certainement les influences dans ce jeu. Alors, Keyforge est un jeu qui va proposer plusieurs aspects uniques. Alors, dans Keyforge, on n'est pas amené vraiment là, à construire un paquet de cartes en achetant à gauche et à droite pour se créer le paquet le plus puissant sur la planète. Ici, le principe est totalement différent. Ici, on va acheter un paquet et ce sera notre paquet de jeux qui sera unique par différents éléments, comme son avatar, le nom également de son avatar, les différentes factions qu'il compose. Il en existe 7 factions, du moins dans le jeu de base, car les différentes extensions en ajoutent tout plein. Et donc, le jumelage de ces factions va se faire aléatoirement, mais également, les dizaines de cartes qui vont composer votre paquet seront unique, c'est-à-dire que vous serez le seul sur la planète avec un paquet de cartes ainsi composé, ce qui peut être une excellente chose si votre paquet composé aléatoirement est très efficace ou qui peut être complètement le contraire. Et ce qui est génial dans Keyforge, c'est que ce n'est pas un jeu, oui c'est un jeu d'affrontement, mais l'objectif n'est pas de démolir ou de tuer son adversaire. On n'a pas de point de vie nécessairement qui nous approche de la défaite. Ici, pour gagner, en fait, on doit forger des clés en générant une ressource rare de l'ambre. Et donc, ça c'est génial, je trouve, parce que en cours de partie, on va avoir évidemment des cartes en main, des créatures, des cartes équipement, des cartes effets, enchantements, mais l'objectif de ces cartes n'est pas d'attaquer mon adversaire, n'est pas de diminuer ses points de vie. Ces cartes peuvent me permettre, en fait, doivent me permettre de garder un contrôle sur le champ de bataille et ce qui s'y passe. Et ça, c'est vraiment génial, parce que, comme vous le voyez, on a dans nos mains différentes cartes, et ces cartes vont être des factions qui composent mon paquet. À mon tour, ce que je vais faire, c'est bien simple, c'est que je vais énoncer à voix haute l'une de ces factions. Par exemple, là, je me souviens plus exactement des noms, mais je pourrais énoncer par exemple la faction des extraterrestres, j'ai oublié complètement leur nom, et à ce moment-là, eh bien, je pourrais activer toutes mes cartes de cette faction, qu'elles soient dans mes mains ou qu'elles soient sur le champ de bataille, sans que ça me coûte quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas de coût pour jouer une carte, c'est vraiment juste que, à mon tour, je vais énoncer une faction et toutes mes autres créatures des autres factions ne pourront rien faire. Alors, parfois, on peut avoir juste 1 ou 2 cartes d'une faction précise, mais qui seraient vraiment situationnelles et qui nous aideraient. Eh bien, peut-être qu'on serait tenté d'activer les cartes dont on a le plus grand nombre, mais il faut vraiment y aller en fonction de qu'est-ce qui est nécessaire et le plus efficace à ce moment sur le champ de bataille.
Et donc, on va avoir évidemment des créatures qui seront déployées sur le champ de bataille, mais celles-ci ne sont pas nécessairement menaçantes pour mes points de vie, mais par contre, c'est possible que ces créatures permettent à mon adversaire de générer de l'ambre, de garder un contrôle en capturant peut-être mes créatures, ou peut-être en m'empêchant de forger des clés, en rendant le forgeage de mes clés plus difficile. Donc, c'est à ce moment que je vais envoyer mes créatures peut-être essayer de terrasser cette unité ou de la limiter ou d'annuler son effet. Alors l'objectif dans Keyforge, c'est vraiment de garder le contrôle du champ de bataille afin de réussir à forger nos clés et à remporter la partie, ce qui peut faire en sorte qu'une partie peut se jouer très vite ou peut représenter un bon bras de fer. Progressons vers la position 99 avec In the Hall of the Mountain King, un jeu pour 2 à 5 joueurs, durée approximative de 75 à 90 minutes, un jeu de Burnt Island Games, côté éditeur que j'aime beaucoup. Et dans In the Hall of the Mountain King, eh bien, on va être à la tête d'une horde d'orques, de trolls plutôt, des cavernes. Et on a ici sous les yeux une espèce de visuel de ce à quoi le jeu peut ressembler une fois la partie bien avancée vers la fin de la partie. Le plateau central représente une montagne dans laquelle on devra creuser des tunnels et à notre tour, on a différentes actions possibles. L'une de ces actions va être de creuser des tunnels. Alors, on a différents types de territoires qui ont des résistances précises et qui vont pouvoir nous allouer des points en fin de partie selon les statuts qu'on aura érigés dans ces différentes sections. On aura également des ressources qu'il sera possible de déterrer si on décide de creuser dans certaines directions où des ressources sont imprimées sur le plateau. Et les tunnels qu'on va poser ont des formes de polyminaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir différentes formes. Selon leur forme, le coût sera différent également et il sera possible d'y placer des statues, d'ériger des statues de 3, je crois, différents types. Et en utilisant l'une des ressources dans ce jeu, les petites charrettes, on aura la possibilité de déplacer les statues pour les acheminer dans des endroits qui vaudront plus de points en fin de partie. Mais le cœur du jeu, c'est l'aspect de gestion des ressources et de recrutement des trolls. Alors, on voit un exemple ici d'une pyramide de trolls ainsi que les trolls qui sont disponibles pour être recrutés. En début de partie, on recevra des trolls de base qui vont un peu nous donner accès à des ressources de début de partie pour pouvoir nous donner quelques possibilités. Et en cours de partie, on aura la possibilité d'aller recruter des trolls de catégorie 1, de catégorie 2 ou peut-être même de catégorie 3 qui sont les plus puissants. Dès qu'on décide de recruter une carte, ça va nous coûter un nombre de pièces d'or, on va la récupérer. Mais dès qu'on pense recruter un troll de catégorie 2, avant de se rendre à ce troll, on doit d'abord mettre une pièce d'or sur les 2 trolls qui se trouvent sous celui-ci. Alors, je mettrai une pièce d'or de ce côté, une autre par ici, et ensuite, je pourrai récupérer ma carte. Même principe pour un troll de catégorie 3, on devra toujours, à l'image d'une pyramide ou d'une cascade, laisser des ressources sur les cartes avant de se rendre à celle-ci pour pouvoir la recruter. Et par la suite, c'est plus intéressant pour les autres joueurs de pouvoir récupérer les cartes sur lesquelles se trouvent des précieuses pièces d'or. Et une fois qu'on a récupéré notre carte, on va venir l'ajouter à notre pyramide personnelle qu'on voit un peu mieux juste ici. Alors, je ne sais pas exactement ici si ça représentait une pyramide de joueurs. Je pense que ça représente davantage la pyramide d'achat. Oui, c'est bien ça, avec les niveaux 1, 2 et 3. Mais on va avoir sensiblement une pyramide semblable avec 3 cartes de niveau 1 au début de la partie, puis 2 cartes du niveau de notre choix. En fait, ça dépendra des cartes qu'on va recruter. Cartes de niveau 3 également, on peut les glisser un peu n'importe comment. Mais lorsqu'on va construire cette pyramide, c'est à ce moment que les cartes vont générer leurs ressources et vont cascader également. C'est-à-dire que lorsque je vais placer la deuxième carte juste ici, cette carte-ci va générer de ressources ainsi que les 2 cartes qui sont sous celle-ci. Même chose pour la troisième carte qui serait complètement le sommet de ma pyramide lorsqu'elle va être activée. Toutes les cartes ci-dessous, comme une espèce de cascade, vont s'activer et vont générer des ressources. Par contre, ces ressources ne vont pas
vont être bloqués dans cet emplacement. On devra trouver une façon de les déplacer pour les emmener dans notre réserve pour pouvoir les utiliser, parce que si elles restent sur ces cartes, elles vont être bloquées et lorsque ces trolls vont être activés de nouveau, s'il reste encore des ressources sur ces cartes-ci, ben ces activations-là vont être perdues et à ce moment-là, on n'aura pas réussi vraiment à optimiser et maximiser nos opportunités. Alors, un jeu vraiment intéressant en position numéro 99, In the Hall of the Mountain King. En position 98, on retrouve Star Wars Imperial Assault, assaut sur l'Empire. Alors, Star Wars Assaut sur l'Empire est un jeu pour 1 à 5 joueurs, durée approximative de 60 à 120 minutes, donc de 1 heure à 2 heures. C'est un jeu de campagne, de scénario, bien qu'il y ait la possibilité de jouer en mode... c'est quoi le terme français? En anglais, c'est skirmish. En français, c'est des petits affrontements. Là, il y a un mot bien précis pour ça qui m'échappe complètement. Alors, vous l'écrirez en commentaire, la traduction française de skirmish. Escarmouche. Alors voilà. Oh, quel mot un mot que j'utilise pas souvent. Le mode escarmouche. Alors, un jeu qui va vraiment, vraiment plaire à tous les grands amateurs fanatiques finis de l'univers de Star Wars, avec des personnages qui vont nous rappeler ou qui vont faire référence à certains événements dans les films, des éléments de jeu également, des scénarios qui sont thématiques, vraiment, vraiment parfaits pour les adeptes de l'univers de Star Wars avec toutes ces références. J'y joue justement, j'ai commencé une campagne avec 2 de mes amis, Rich et Jean-Philippe, qui sont des mordus de Star Wars, qui connaissent tout sur Star Wars et ils trippent carrément sur le jeu. Et évidemment, quand je vous montre des images, ben c'est difficile d'avoir un peu comme des images réalistes, puisque vous allez le voir, il y en a qui s'amusent justement à peindre leurs figurines et à se créer des décors vraiment hors du commun, comme celui-ci qui est complètement magnifique. Mais rassurez-vous, quand moi je joue à Star Wars Assaut sur l'Empire, ça ressemble pas du tout à ça. Alors, un jeu d'affrontement où on va être en mode tous contre un. Alors, on aura un joueur qui va représenter l'Empire et les autres joueurs vont représenter les rebelles. L'Empire va devoir prendre des décisions pour représenter justement les forces ennemies, les forces du mal, va avoir à générer des événements également qui vont venir mettre des bâtons dans les roues aux rebelles qui, quant à eux, jouent en équipe, vont devoir communiquer pour essayer de trouver quel est notre objectif, quelle est la stratégie qu'on devrait faire, comment est-ce qu'on va déployer notre puissance de frappe, est-ce qu'on va essayer de tendre une embuscade ou quoi que ce soit. Alors vraiment, vraiment intéressant d'avoir 2 équipes autour d'une table qui vont entendre les discussions les uns des autres. Bon, on a un joueur qui joue seul, mais qui a quand même une bonne idée de ce que les autres, ses adversaires, discutent ensemble. Un jeu de campagne intéressant avec des revirements. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que oui, on a une campagne avec des scénarios qui sont prescrits. Par contre, 2 éléments intéressants, c'est selon l'issue de ces scénarios-là, il y a des événements qui peuvent changer. Les joueurs vont être également avantagés ou désavantagés pour les prochains scénarios, mais également entre chaque scénario, je crois que c'est entre chaque scénario de la campagne, ce sera entrecoupé par une mission secondaire qui sera choisie par les joueurs rebelles. Alors, on va donc piocher des missions secondaires et les joueurs rebelles vont en choisir une, qu'est-ce qu'ils désirent faire comme mission secondaire qui pourrait les avantager, leur donner peut-être un coup de pouce supplémentaire. Alors, Assaut sur l'Empire, vraiment intéressant. Évidemment, c'est un jeu avec beaucoup de... je croyais que j'avais des images de ça, on les voit un peu ici. Beaucoup de lancers de dés. Alors, lorsqu'on veut résoudre des combats, c'est sûr que les combats sont résolus par des dés. On a quelques moyens de mitiger ce résultat en utilisant de l'équipement bien précis, mais c'est un jeu qui fonctionne très bien. C'est mon jeu en position 98. Pour ce qui est du jeu en position 97, je vais me mettre en position ninja pour esquiver les roches qui me seront lancées par Sylvain. Il s'agit du jeu Alerto. Alors, Alerto est un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 50 à 140 minutes, un jeu de Uwe Rosenberg. Et je vais le dire tout de suite, c'est un bon jeu, là. Il est dans mon top 100. C'est un jeu qui est fonctionnel. C'est un jeu qui, selon moi, se distingue pas beaucoup des jeux de ce type.
Mais je vais pas dire vraiment de mal de ce jeu parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai joué plusieurs parties justement en solitaire à 2 joueurs également. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Nos ouvriers vont être représentés par des petits cubes bleus qu'on va placer sur le plateau central. Et si on est premier arrivé, eh bien, ça nous coûtera seulement un ouvrier pour obtenir le bénéfice. S'il y a déjà quelqu'un qui a joué à cet emplacement-là, ou si on joue en solo à 2 joueurs, à 3 joueurs, il y a certains emplacements qui peuvent être bloqués à chaque manche, eh bien, plus on sera en retard pour activer cet emplacement et plus ça nous coûtera cher. Alors, parfois, jusqu'à 3 ouvriers pour effectuer une action qui si on s'y rend rapidement, peut coûter seulement un ouvrier. Ça fait la différence tout de même. Et donc, lorsqu'on activera ces différentes possibilités, ce sera dans l'optique d'améliorer notre petite fermette ainsi que notre jardin. On pourra donc planter ou rendre le sol fertile, j'allais dire stérile, non. Stérile, c'est le contraire. On veut pas de sol stérile, on veut du sol fertile. Alors, on pourra rendre le sol fertile et y planter toutes sortes de légumes ou de fruits qu'on devra gérer. Donc, lorsqu'on va les récolter, ces fruits-là, ça va baisser leur capacité. On aura donc, par exemple, si je plante, je ne sais pas si j'ai une photo avec des légumes déjà plantés. Bon, si j'ai des légumes, des raisins, par exemple, qui sont plantés dans ce champ et que je les récolte, eh bien, je vais récupérer 4 raisins, mais la prochaine fois, je vais tout de suite diminuer cette capacité. Donc, la prochaine fois que je vais produire, je vais en produire seulement 3, puis 2, et on a la possibilité, bien évidemment, de les rendre plus efficaces, plus fertiles, pour que leur rentabilité soit meilleure. On aura également la possibilité d'améliorer notre petite fermette en y construisant des espèces de rallonges ou d'améliorations. Pour ça, on devra détruire des cailloux pour les faire progresser, marquer des points de victoire, avoir certaines possibilités également. On aura des cartes objectifs, des cartes actions qu'on pourra récupérer en cours de partie. Bref, c'est un jeu qui est fonctionnel. Un des reproches que j'avais du jeu, c'est que lorsqu'on a généré beaucoup de ressources, la petite piste de ressources sur le côté du plateau peut devenir encombrée. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est un jeu qui est fonctionnel, qui est agréable, mais qui n'est pas si original que ça. Alors, c'est pourquoi il ne se place pas plus haut dans mon top 100. En position 96, un excellent jeu, comme tous les autres jeux de mon top 100, Galaxy Trucker. Un vieux jeu de Vladas Vatil pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 60 minutes. C'est vrai que ça dépasse pas tant que ça. Ça va vraiment dépendre du niveau d'investissement et de plaisir qu'on a. Plus on a de plaisir, plus ça peut être long parce qu'on peut passer beaucoup de temps à se moquer des autres dans Galaxy Trucker où on sera invité à construire des vaisseaux spatiaux pour se déplacer dans la galaxie, dans l'univers, pour faire différentes missions, principalement générer de l'argent et finir la partie en étant l'Empire galactique. On n'est pas vraiment un empire, mais le marchand galactique le plus lucratif, le plus riche de toute la galaxie. Moi, je crois que c'est ça, Galaxy Trucker. Ça doit se passer dans une même galaxie. Alors, pour ça, on va commencer la partie avec des modèles de vaisseaux qui vont être plutôt modestes. Et on aura toutes les tuiles. Je ne sais pas si on les voit, les tuiles. Non, on les voit pas vraiment. Toutes les tuiles qu'on voit ici qui seront cachées face visible sur la table. Et là, de façon chaotique, de façon simultanée, grâce à un timer, tous les joueurs, avec une seule main, vont piocher des tuiles, vont les retourner et vont décider s'ils les laissent sur la table face visible ou s'ils les ajoutent à leur vaisseau de façon définitive. On va retrouver parmi ces tuiles des boucliers plasma, des canons doubles, des piles également énergétiques qui vont nous permettre de générer l'énergie des pièces d'équipement qui sont plus énergivores, des cargos également pour y transporter de la marchandise, des emplacements où on pourrait mettre des astronautes, des réacteurs, alors différents types d'équipements. Et on aura donc un temps donné pour construire notre vaisseau et par la suite, une fois que le temps est écoulé, j'espère que tout le monde a terminé son vaisseau parce que celui-ci va aller se promener dans l'espace et va parfois rencontrer différents événements, en fait, qui parfois peuvent lui donner la possibilité d'aller explorer une planète. Pourquoi pas? Explorer une planète, c'est positif parce que ça nous permet de générer des ressources. Donc, à tour de joueur, les joueurs qui désirent aller explorer une planète vont choisir la planète qu'ils désirent explorer et vont charger
leur vaisseau des cargaisons qu'ils peuvent transporter, mais par contre, ça va coûter du temps pour faire un arrêt sur une planète, ce qui va changer l'ordre de tour et qui peut nous coûter cher sur le long terme également. Il y a différents événements, des pirates de l'espace, des pluies de météores qui peuvent venir frapper les côtés de notre vaisseau et en détacher certaines pièces, peuvent même le faire exploser. Et lorsqu'un vaisseau va exploser, eh bien, on perd tout ce qui s'y trouve et on doit recommencer à zéro. En cours de partie, on pourra améliorer notre vaisseau pour avoir différents modèles de plus en plus gros, donc de plus en plus complexes à construire, mais de plus en plus efficaces également en termes de capacité de transport, de moyens de défense, de vitesse de déplacement. Alors Galaxy Trucker, vraiment un jeu excellent où on prend plaisir à se moquer des autres joueurs lorsque leur vaisseau éclate. On continue avec un autre jeu de mon top en position 95. Il s'agit de Dominations Road to Civilization, un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 60 à 120 minutes. Un jeu à thématique de civilisation vraiment original. Dans ce jeu, on voudra évidemment déployer notre territoire sur le continent et pour ce faire, on va placer des petits polyminos à forme triangulaire comme ceci autour de l'hexagone central. Et ce qu'on voudra faire ultimement, c'est de faire matcher, de faire correspondre les petites pastilles de couleurs qui vont représenter la culture, l'art, la religion, la philosophie, bref, les différents aspects de notre civilisation. Et lorsqu'on va les faire correspondre ou non, eh bien, ça va nous permettre de générer des ressources dans ces différents types. Lorsqu'on va réussir à les faire correspondre, eh bien, on va générer plus de ressources. Mais par contre, on a des plafonds. Alors, des plafonds qui vont nous empêcher d'emmagasiner trop de ressources. On sera capable éventuellement de modifier ces limites pour nous permettre de générer plus de ressources. Et ce qu'on voudra faire également, eh bien, ce sera de venir prendre contrôle de ces territoires en y plaçant des petits jetons de notre couleur qu'on pourra également améliorer pour nous donner toutes sortes d'avantages. Un autre aspect du jeu va nous permettre de construire, on en voit quelques-unes ici, des merveilles. Alors les merveilles, lorsqu'on les mettra en jeu, vont nous donner des pouvoirs ou des avantages qui vont être propres à celle-ci. Donc chaque merveille unique va nous donner des avantages différents. Et un autre aspect du jeu, que serait un jeu de civilisation sans arbre de technologie, eh bien ce sont les fameuses cartes technologie qu'on pourra recruter. Il y en existe tout plein et chaque joueur va devoir en fait se construire son propre arbre de technologie en recrutant donc les différentes cartes qui vont être de couleurs correspondant aux différents aspects de notre civilisation, mais qui également vont avoir certains niveaux. C'est pourquoi on devra progresser dans ces niveaux pour aller récupérer des cartes de niveaux précis qui vont nous donner des avantages. Alors beaucoup de choses à gérer dans Dominations Road to Civilization, mon numéro 95. Continuons avec la position 94, Super Motherload, un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée de 60 à 75 minutes, un jeu de deck building et de placement de tuiles vraiment agréable, que j'aime beaucoup. C'est un des jeux que j'ai depuis longtemps dans ma collection. Alors dans Super Motherload, tous les joueurs vont représenter une espèce de faction, si on veut, d'exploitation minière dans l'espace. Et on aura un petit aspect asymétrique. Chaque faction ou chaque paquet de départ va avoir certaines spécialités. Alors, un petit aspect asymétrique pour débuter la partie, bien intéressant. Et c'est un jeu de deck building. Alors, on aura la possibilité d'améliorer notre deck en cours de partie pour venir y ajouter de nouvelles cartes plus efficaces. Et donc, on aura la possibilité d'acheter ces cartes. Pour acheter les cartes, on devra réussir à mettre la main sur des métaux précieux qu'on retrouvera sous le sol de la planète, je crois que c'est la planète Mars. Alors, en explorant les souterrains de la planète Mars, on devra retrouver soit des artefacts, soit des avantages, ou tout simplement des métaux précieux qui vont nous permettre de faire différentes choses, dont recruter des cartes plus efficaces. Alors, vous devez savoir que ces plaques
sont communes à tous les joueurs. Alors, on met cette plaque au centre de la table et on va donc, de façon commune, creuser le sous-sol. Alors, on voit ici, justement, le plateau numéro 1 qui va se prolonger avec un plateau numéro 2. Donc, la profondeur numéro 2, on va trouver des métaux plus précieux, en plus grande quantité, peut-être plus d'obstacles. Et on va même avoir un niveau 3 et un niveau 4. Par contre, quand les autres joueurs vont creuser des tunnels, eh bien, je vais pouvoir continuer de creuser ces tunnels en y plaçant des tuiles. Donc, tout ça est commun. Mais c'est un jeu compétitif. Donc, lorsqu'on joue des cartes à notre tour, on peut les utiliser pour leur drill, leurs perceuses qui vont nous permettre de forer le territoire et même de passer à travers les plaques métalliques. Par contre, pour passer à travers les gros cailloux, on devra utiliser les bombes. Alors, certains personnages peuvent justement lancer des bombes qui vont faire éclater une partie du territoire dans des configurations précises. Par contre, les perceuses vont nous permettre de passer à travers le sol sans aucune restriction. Les plaques métalliques jaunes, ici, peuvent seulement être percées par des perceuses jaunes, à moins d'avoir des passe-partout, des multicolores qui peuvent remplacer n'importe quoi. Lorsqu'on récupère des cartes pour la première fois, on va pouvoir également récupérer leurs bénéfices. Ces cartes-là vont nous donner des points de victoire. En fin de partie, on ajoute à cela des objectifs communs à tous les joueurs. Parfois des objectifs qu'on peut être le premier à récupérer et là on va le subtiliser à tous les autres joueurs. Alors vraiment un jeu intéressant où est-ce qu'on doit gérer les opportunités qui s'offrent à nous et aussi être à l'écoute de ce que les autres joueurs vont nous offrir comme opportunité. Parfois on n'a pas le choix de creuser le sol un peu pour aller nous-mêmes récupérer un peu de ressources, mais par contre, ce faisant, on vient d'ouvrir une porte grande ouverte pour nos adversaires. Alors un jeu vraiment original et satisfaisant, Super Motherload. En position 93, un jeu abstrait. Et il n'y a pas de jeu complètement abstrait vraiment dans mon top 100, alors c'est comme un honneur pour Azul de s'y retrouver. Azul qui est certainement, selon moi, l'un des meilleurs jeux dans cette catégorie et je le place en position 97 dans mon top des meilleurs 100 jeux sur la planète. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée approximative de 30 à 45 minutes. Un jeu qui se joue quand même assez rapidement. Il n'y a pas de temps mort dans Azul. On est toujours un peu comme à l'affût des opportunités qui vont être possibles à notre tour. Alors, vraiment un jeu intéressant, un jeu qui est magnifique. La production est vraiment de qualité. Les petites tuiles ici sont vraiment épaisses. On dirait des bonbons. Elles vont rester belles et en bonne qualité pendant des années, je vous le garantis. Et donc, je crois que pas mal de gens connaissent Azul, mais j'aime beaucoup la façon d'aller récupérer les tuiles dans les différentes fabriques au centre de la table, le fait que je vais récupérer une couleur précise et que toutes les autres tuiles qui se retrouvent sur cette fabrique vont s'en aller au milieu, la possibilité qu'on a d'aller récupérer des tuiles au milieu, mais qui parfois va être dangereuse puisque ces tuiles-là, plus la partie va avancer, plus la manche va avancer, plus elles seront en grand nombre et où est-ce qu'on peut être limité. Le fait qu'on peut vraiment essayer de mettre un joueur dans le pétrin en essayant de le contraindre puis de le forcer à prendre une couleur dont il n'a pas besoin pour être pénalisé, les emplacements où on va mettre nos tuiles, les combos possibles entre justement, est-ce que j'essaie de faire une ligne droite le plus vite possible pour marquer ces points bonus en fin de partie, ou alors j'essaie d'y aller vraiment en faisant 3 tuiles ici, une tuile là, des tuiles comme ça, et lorsque je vais mettre ma tuile ici au centre, je vais faire un gros boom de points, mais ça c'est toujours en fonction de si les autres joueurs et les circonstances me permettent de faire ça. Alors vraiment Azul, un jeu très satisfaisant que j'apprécie beaucoup. C'est le seul dans la trilogie des Azul, des jeux de ce type que j'ai joué. Je n'ai pas joué aux 2 autres. Je crois qu'ils sont rendus à 3 au total. Je ne ressens aucun besoin ou désir de jouer aux autres. Le jeu de base me satisfait pleinement. Ça achève, on est rendu au jeu en position 92. Il s'agit de Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord, un jeu qui date de 2015,
un jeu pour 2 à 4 joueurs, 60 à 80 minutes. Il existe une tonne d'extensions pour ce jeu, je crois peut-être 2, peut-être 3 même. Le jeu a une alternative également avec Raiders of Sissia, les pillards de Sissia, je crois, en français. Donc sensiblement le même jeu, mais avec une autre ambiance thématique, si on veut. Je connais pas assez les différences et distinctions entre les deux titres pour en faire la comparaison, mais de toute façon, je suis là pour parler des pillards de la mer du Nord. Un jeu de placement d'ouvriers. Alors ici, on voit une reconstitution digitale du jeu, un immense plateau. On voit les emplacements pour y placer nos ouvriers dans la ville, mais également la partie de la mer qu'on va devoir traverser, qu'on pourrait aller piller, les tours de garde, les cathédrales et forteresses qu'on peut aller piller un peu plus loin, comme on voit justement ici. Ce qui est vraiment, vraiment génial dans Pillards de la mer du Nord, c'est qu'on a à notre tour un seul ouvrier. On n'a pas tout plein d'ouvriers à gérer, à nourrir et tout ça. On a un seul ouvrier et en début de partie, ce sera des ouvriers plutôt limités dans leurs actions. Par contre, on aura des ouvriers qui seront plus efficaces, qui seront placés ici et là sur le plateau. À notre tour, bien simple, on va prendre l'un de nos ouvriers, on va le placer on va le mettre dans un emplacement disponible où il n'y a personne. On va effectuer l'action du lieu où on place notre ouvrier. Et par la suite, on va retirer un ouvrier qui se trouve déjà autour de la table, autre que celui qu'on vient de placer. Alors, lorsque je retire un ouvrier, eh bien, j'effectue aussi l'action de l'emplacement où je l'ai retiré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, cet ouvrier-là que je viens de retirer m'appartient. Alors, si je retire un ouvrier plus efficace, peu importe ce que les autres joueurs ont fait pour réussir à y avoir accès, ben moi, maintenant, je viens de le récupérer et ça va m'être utile pour le prochain tour. Lorsque je vais le placer, il pourra m'offrir de nouvelles possibilités. Dans certains endroits, selon la capacité de notre ouvrier, on peut avoir accès à des ressources ou des avantages plus puissant. Il y a bien évidemment les cartes également de barbares, de pillards qu'il sera possible de recruter moyennant un coût, qui vont avoir des puissances de frappe. Donc on a différentes pistes dans ce jeu. On les voit ici, la piste des puissances de frappe, la piste de c'est pas l'influence, là, il y a la noblesse, non, la notoriété, je crois, et l'influence, qui sont un peu comme les points de victoire. Alors, ces cartes-là vont me donner des points de frappe, de la puissance de frappe, mais vont me donner également des avantages. Alors, lorsque je vais, par exemple, je me souviens plus exactement les deux icônes, je crois que c'est lorsque je vais l'activer ou lorsque je vais la défausser, là, il y a deux possibilités. Lorsque je vais la mettre en jeu et lorsque je la défausse, je crois, ou lorsque je l'active. En tout cas, je me souviens pas exactement les deux circonstances où les cartes se déclenchent. On a toujours l'option entre les deux. C'est habituellement bien intéressant et ces cartes-là vont former notre équipage. Donc, on aura un nombre maximum de membres de notre équipage qu'on pourra avoir. Et donc, on aura différentes choses à gérer puisqu'on voudra éventuellement traverser de l'autre côté de l'étendue d'eau pour aller piller ces territoires, aller récupérer de précieuses ressources, marquer des points d'influence et bien d'autres récompenses pour être le grand vainqueur. Il s'agit donc de mon jeu en position 92, Pillards de la mer du Nord. Et on se laisse avec le jeu en position 91, qui est un jeu gigantesque. La boîte est massive et c'est un gros jeu, c'est tout un casse-tête. Il s'agit de City of Kings, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Durée approximative, entre 45 à 180 minutes. Un jeu de Frank West, de City of Games, côté éditeur. Et vous voyez que c'est un jeu tout de même de complexité à ne pas négliger. Mais ce n'est pas nécessairement l'ampleur des règles ici qui est complexe, mais plutôt le casse-tête. Alors vous allez comprendre ce dont je vous parle. On aura différents scénarios dans ce jeu. Et c'est un jeu coopératif. Donc, les joueurs vont pouvoir incarner des personnages. On aura des fiches personnages individuels gigantesques, presque aussi grosses que tout l'espace de jeu.
et ces personnages pourront être personnalisés, modifiés de plusieurs, mais vraiment de plusieurs façons. On pourrait jouer plusieurs parties avec le même personnage et les construire, les personnaliser de façon différente. Et à notre tour, on aura différentes actions possibles. On devra garder en tête les objectifs de notre mission actuelle. Plus on progressera, mais il est possible également qu'on rencontre des missions secondaires qui vont nous demander d'aller, par exemple, faire peut-être escorter un marchand jusqu'à un certain territoire, aller libérer une taverne de voleurs ou brigands qui la menacent. Alors, toutes sortes différentes de quêtes secondaires qui peuvent nous permettre de gagner des points d'expérience, de l'argent, de l'équipement, peut-être nous mettre dans le péril aussi ou dans le pétrin. Mais bref, plusieurs possibilités. C'est un jeu avec une tonne de possibilités, vraiment. Alors, je sais même pas par quoi commencer. Évidemment, on va se déplacer sur la carte, on va retourner les tuiles. Ces tuiles-là peuvent recueillir différentes surprises, des ressources, des endroits où on pourra interagir, des personnages, mais aussi des créatures, des hordes de créatures. Chacune de ces bannières représente plusieurs créatures d'un type qui vont vous assaillir. Et on ne voit pas sur les images ici nécessairement les fiches de monstres. On en voit une comme exemple ici, mais c'est pas l'image la plus nette. Lorsqu'on devra affronter un monstre, les fiches, alors la fiche de monstre qui correspond à cette bannière a des caractéristiques standards. Alors ce monstre-là aura toujours les mêmes caractéristiques. Mais avant de crier à la rejouabilité limitée, sachez qu'il existe une tonne de différentes bannières de monstres et en plus, on va la personnaliser parce que lorsqu'on va devoir affronter cette créature, bon, selon le niveau de la créature, selon le moment de la partie, on devra piocher dans ces cartes, dans ces sacs de couleurs, des petites tuiles qui vont ajouter des pouvoirs, des capacités, des habilités à la créature qui peuvent varier d'une partie à l'autre et ces sacs sont en niveau de difficulté croissante. Une tuile de niveau rouge, habituellement, c'est pas une bonne nouvelle. Alors vraiment, là, une tonne de choses à gérer. J'ai à peine effleuré ce que le jeu propose. C'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête où on n'a pas le choix de se parler, de calculer, de prévoir, d'anticiper, de faire des tests, des essais, de se planter et de réessayer. Alors, c'est mon jeu en position 91 de City of Kings. Et voilà donc pour la première partie de mon top 100, les positions 100 à 91. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire une information. Je sais que plusieurs parmi vous s'amusent à faire leur propre liste top 100 des meilleurs jeux selon eux. Eh bien, laissez-moi en commentaire dans ces 10 jeux que je viens de vous mentionner. Combien de ces titres figurent sur votre liste personnelle? Combien de titres avons-nous en commun? La position importe peu. Je veux voir combien de personnes ont les mêmes jeux favoris que moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2